Silence. Moteur. Action. Marc Girardot, conseiller délégué à la culture de la ville de La Loupe. J'avais organisé des saisons culturelles à thème pour ouvrir notre ruralité vers l'autre et l'ailleurs. L'autre, c'est l'être humain, celui qui est notre commun. L'ailleurs, c'est comprendre que, en d'autres lieux, on a des capacités, des coutumes, des traditions, mais aussi une immense créativité qui peut permettre de développer le sens de l'humain. Max, nous l'avons accueilli dans un réseau de relations amicales et humanistes. Nous lui avons permis ici, certes avec le concours de la municipalité de La Loupe, mais aussi avec toutes les bonnes volontés, celle de Jean-Michel Casbarian, président de la Forge des Arts, qui a contribué à ces déplacements, celle de Didier Leplat, un artiste, photographe et graphiste qui l'a accompagné dans la réalisation et dans la possibilité de réaliser un merveilleux baobab qui est aujourd'hui ici notre arbre à palabres. Celle aussi de bénévoles qui sont venus contribuer, Pierre Boustière pour tous les équipements bois, Ezio Boghetti qui a accompagné Max dans l'installation, réglé au millimètre les portraits. Tous ces gens-là étaient animés de la réussite de l'œuvre et de l'exposition de Max Bacot. Nous l'avons fait aussi à titre personnel, en hébergeant, en permettant à Max d'avoir les moyens de vivre dans une petite ville de la ruralité française, mais aussi en soutenant cette œuvre parce qu'elle montre tant la vivacité de la créativité artistique camerounaise que la vivacité d'une petite ville de France à comprendre son environnement, à comprendre qu'elle est dans le monde et qu'elle doit participer à la marche du monde. Bonjour Max, c'est comment aujourd'hui? Ça va Jean-Michel et toi? Bien. Écoute, tu es depuis un moment en France. Raconte-nous cette aventure. Alors, tout va d'un appel à candidature d'un programme que l'Institut français du Cameroun a lancé. Il avait lancé et j'ai postulé comme tout le monde. Et voilà, j'ai été sélectionné parmi tant d'autres. Et ça a été un plaisir parce que je suis venu continuer un projet que j'avais commencé au Cameroun. Et quand je suis arrivé, il était question de commencer à réfléchir parce qu'en fait, je tiens à le préciser, la thématique de mon projet portait sur les relations entre la France et l'Afrique. Donc, j'essayais de réinterroger cela. Donc, dans cette démarche-là, j'ai rencontré pas mal de personnes, y compris un certain Jean-Michel Casbarian, qui m'a beaucoup aidé. Non seulement dans l'accompagnement, si je peux dire intellectuel, même logistique, y compris même au niveau de l'espace qui a permis justement d'abriter cette expo. Et voilà quoi, donc je suis venu un tout petit peu essayer de comprendre la diplomatie, l'histoire de la diplomatie franco-africaine et d'essayer d'apporter un regard là-dessus, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Alors, dans cette exposition, qui est d'abord une installation, avec une galerie de portraits, ce serait presque des sous-verts, mais sauf que c'est du plexiglas. Moi, j'aimerais bien que tu me dises quels sont les personnages principaux. Alors là, tu risques d'être surpris parce que les personnages principaux. Alors, en premier, il y a Jean-Christophe Ruffin, là. Et ensuite, le deuxième personnage, c'est cet arbre, le baobab, en fait. Donc, c'est eux, en réalité, mes deux personnages principaux. Alors, le baobab, l'arbre, effectivement, est au milieu de l'exposition. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, je viens d'Afrique, plus précisément au Cameroun. Et en Afrique, généralement, quand on a un problème, surtout quand il est très important,
on a tendance à se réunir auprès d'un grand arbre parce que l'arbre représente un peu la sagesse, ça représente de la transparence, ça représente la justice, ça représente de l'énergie positive et autres. Donc, c'est le lieu indiqué pour résoudre en fait un certain nombre de choses. Et donc, pour moi, c'était une invitation en fait. Donc pour moi, ça symbolisait en fait le lieu, l'espace approprié et une invitation justement à réinterroger en fait cette histoire de la diplomatie franco-africaine, de la remettre un peu sur la table et de réinterroger en fait cela et permettre un dialogue afin qu'on essaye de trouver des pistes de solutions en fait par rapport à... Alors, la diplomatie au pied de l'arbre, hein, c'est la diplomatie qui échange, qui fait des compromis. Ruffin. Alors, lui, quand on prononce son nom, ça me donne un peu la chair de poule parce qu'il a été celui-là qui m'a vraiment inspiré, qui a recadré en fait toutes mes idées parce qu'au début de la résidence, c'était un tout petit peu... J'étais sous un regard très généraliste en fait. Et ça a été aussi en fait, ça a été aussi le but parce que le regard que j'avais quand je quittais du Cameroun pour la France, c'est pas le même regard que j'ai eu une fois sur place. Et au fur et à mesure que j'avançais dans mes recherches, avec le soutien de Jean-Michel, j'ai compris que ce personnage, en fait, de son histoire, de son idéologie aussi, j'ai compris que c'est celui-là que je devais suivre pour construire en fait la suite de mon projet. Donc c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle pour moi, c'est un personnage que j'ai tenu vraiment à mettre en avant en fait. Alors effectivement, Ruffin, il incarne à la fois la tradition des diplomates écrivains, hein, puisque prix Goncourt, académicien, mais il a été aussi diplomate, ambassadeur au Sénégal. Il a aussi, c'est un médecin, il a aussi un parcours dans l'humanitaire dont il parle dans un de ses ouvrages, Asmara. Alors, on le voit avec une coiffe africaine. Et dis-nous ce que représente un petit peu cette coiffe. Alors, je vais toujours le dire, en Afrique, on a une tradition en fait. Pour l'hospitalité voudrait que quand un étranger arrive et qu'on ressent en fait cet étranger et qu'on se dise que bon voilà, cet étranger, on doit faire des choses avec lui, on doit lui offrir quelque chose. On doit lui offrir quelque chose en échange. Et la plupart du temps, ce sont des offrandes vraiment très honorifiques. Ça peut être des chapeaux, des coiffes, ça peut être des cannes, ça peut être des colliers. Donc, mais en général, c'est beaucoup plus des coiffes en fait. Et donc, j'ai utilisé justement cette métaphore pour essayer de le mettre un peu plus en avant pour qu'on comprenne que voilà, c'est quelqu'un qui a épousé en fait, si tu veux, l'Afrique, qui avait épousé ce regard et épousé en fait cette question de la diplomatie franco-africaine. Voilà. Alors, on peut espérer que, à travers ce portrait, on le verra à l'Académie française coiffé d'un bonnet éthiopien. Alors, on va essayer peut-être maintenant plus concrètement de faire découvrir l'installation à travers ces personnages. Alors, je te propose de le faire sous forme d'un jeu. Et donc, on a retenu parmi les 10 portraits principaux, on a retenu 2 figures emblématiques françaises et 2 figures africaines. Alors, je te propose de tirer, alors tu vas toutes les faire, et puis de nous faire deviner à travers le texte de qui il s'agit. D'accord. Je prends celle-ci. Alors, à Ouagadougou, le 28 novembre 2017, il présente devant les étudiants son ambition pour l'Afrique en détaillant une série d'engagements qui doivent marquer une nouvelle relation entre la France et le continent africain. Dans le discours et la politique de développement qui suivra, il place la jeunesse au cœur du partenariat avec le continent africain, en particulier autour des enjeux d'éducation et d'enseignement supérieur, d'entrepreneuriat et d'innovation, de culture et de sport. Son mandat marque aussi le recul de la France en Afrique de l'Ouest avec l'échec de la politique militaire qu'il avait hérité et continué de son prédécesseur et les coups d'État dans les pays traditionnels très liés à la France.
Alors, on devine, tu peux le montrer, je crois qu'il n'y a pas de surprise. Ah ouais. Voilà. Le président Macron, ouais. Voilà. Alors, on est parti d'aujourd'hui. On va peut-être obligatoirement reculer un peu dans le temps. Alors, Ouais. vas-y. Alors, ah ouais. Capitaine dans l'armée, il prend le pouvoir en 1983 et devient président du Burkina Faso de 1983 à 1987. Il veut combattre la corruption, rendre le pays souverain, maître de ses ressources et de ses décisions politiques. Il fait changer le nom de son pays, la Haute-Volta, qui devient le Burkina Faso, le pays des hommes intègres dont il incarne le modèle par sa simplicité, son honnêteté, son refus de l'enrichissement des dirigeants. Chantre de l'anti-impérialisme et de l'anticolonialisme, il est attiré par le marxisme. Mais la révolution connaît de graves difficultés. Les ressources manquent, les engagements idéologiques conduisent à de mauvais choix économiques et de gouvernance. Assassiné en 1987, il devient la référence de la jeunesse africaine. Homme intègre, patriote, écologiste, féministe et anti-impérialiste, ses engagements sont plus que jamais d'actualité pour l'Afrique et le monde. Alors, Thomas Sankara. Ah ouais. on y va. Alors, en février 1944, il participe à la première conférence de Brazzaville, Congo. Brazza est, à ce moment de l'histoire, la capitale de la France libre. Devant les gouverneurs des colonies, il déclare, et je cite, « Il est naturel et légitime que les peuples africains accèdent à ce degré politique où ils auront la responsabilité entière de leurs affaires intérieures, où il leur appartiendra d'en décider eux-mêmes. » Fin de citation. Revenu au pouvoir en mai 1958, lors d'une tournée en Afrique, il propose au suffrage de tous les citoyens des territoires d'Afrique et des citoyens de métropole de former une communauté dans laquelle chacun des États membres accédera à l'autonomie avec un pouvoir exécutif et législatif. Ce n'est pas encore l'indépendance, mais l'autonomie. 2 ans plus tard, en 1960, en pleine crise algérienne, les États africains francophones accèdent à l'indépendance. Entre le 1er janvier et le 28 novembre, 14 nouveaux drapeaux et autant de sièges vont faire leur apparition à l'ONU. Alors, De Gaulle. le dernier. Cool. Il est l'une des figures de la lutte pour l'indépendance du Cameroun au sein de l'Union des populations du Cameroun, en abrégé UPC. Anticolonialiste, il s'oppose au premier président du Cameroun indépendant, Amadou Ahidjo, qu'il juge asservi à la France et à ses intérêts et défend la lutte armée pour renverser le nouveau régime. En 1960, sous sa direction, l'UPC engage une insurrection majeure qui tourne à la guerre civile, l'armée française étant engagée aux côtés des armées camerounaises du président Ahidjo. Il combat dans le maquis durant 10 ans. Arrêté en décembre 1970, il est condamné à mort et exécuté en janvier 1971. Réhabilité, il est déclaré héros national par l'Assemblée nationale du Cameroun en 1991. Alors, Ernest Ouandji. bon Max, bon retour. Merci. Et puis, comme on dit, on est ensemble. On est ensemble. Coupé.